C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour Michel, bonjour Master, bonjour Fanzi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée avec un temps plutôt agréable. Petite pluie par moment, mais bon, rien de bien méchant. Hop, ce soir, oula, on se retrouve pour les sorties ciné de la semaine. Et il y a de belles sorties. Avec un premier film, le dernier film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Alors, il est possible qu'il soit quand même un poil très long, puisqu'il fait 3h26. Si vous allez le voir, préparez-vous avant,
buvez pas trop d'eau, parce que ça peut poser problème pendant la séance. Mais voilà, il revient en force avec DiCaprio, avec De Niro, Lily Gladstone, et il nous livre un film comme il sait les faire. Et on regarde la bande-annonce tout de suite. Whose land is this? My land. Well, 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 our war hero has arrived. You made a good choice coming back here. Osage are the finest. Alors, je croyais avoir pris une bande-annonce avec les sous-titres, mais a priori non. Je vous cherche ça de suite. VOSTFR. Quand même, ce serait mieux. Voilà, hop. On reprend. Whose land is this? My land. Well, 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 our war hero has arrived. You made a good choice coming back here. Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody. They have the say. Who gets the oil? Son, I got a question. You like women? That's my weakness. Well, we mix these families together, and that estate money flows the right direction. It'll come to us. Stromikasi. That's how you are. I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil. Why did you come here? I work with my uncle. You scared of him? Oh, he's the nicest man in the world. The Osage. Their time is over. We got to take back control of our home. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. We have so many deaths, we've lost count. There's just bad luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me. Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone. Evil surrounds my heart. You gotta pick a side. I don't even know if you love me anymore. Of course I love you. And kill these men who killed my family. Did your wife say who she was most afraid of? Don't do something you're gonna regret for the rest of your life. I ain't got nothing but regret. Alors, j'ai pas regardé la presse, à vrai dire, mais ouais, trop de face-à-face de Niro DiCaprio, des longueurs, mais malgré tout, un sujet passionnant. En même temps, sur 3h30, s'il n'y avait pas eu de longueur, bon, je pense que oui, effectivement, doit y en avoir, ça c'est sûr. Après, j'ai pas regardé la presse, on regardera après, mais De Niro était présent pour présenter le film avec Scorsese à Cannes. Il y a eu une petite interview de Canal+, qu'on va regarder. Mr. De Niro, you've been here for many times in the Cannes Film Festival. So on a scale from 1 to 10, how much do you feel home at Cannes? I feel very at home at Cannes. I love to come here. Yeah. Always have a good time, yeah. Is Robert De Niro, as a spectator, more of a cinephile or a cinephage? A cinephage? Cinephage is someone who eats movies, you know. Oh, I would be a cinephile, if anything. I mean, I wish I could be a cinephage. Cinephage? Yeah, no, I mean, I always feel bad that I'm not able to see so many movies that I would love to see, but I just don't have the time. Killers of the Flower Moon is your 10th collaboration with Martin Scorsese. It's a long
artistic story, and it's not that common in the movie history. So could you tell me about the special bond you have with Martin Scorsese? Well, I've just been very lucky that we have done all these movies together and had great experiences. And Marty has not a lot of time, as he says. You know, as a director, he puts a few years into the film that he's doing. So it's not like being an actor. You can do many more movies, and you don't have the responsibility of directing and editing and putting the whole thing, coming out with the final result. Yeah. It takes a lot of time. You once said, I quote you, I think that each actor grows in contact with his characters. So which way did Bill make you grow? I don't know if it made me grow. It made me understand things, even if I don't understand. It made me aware of behaviors that are complex and contradictory, which the older I get, the more I see. Yeah. Crazy things people do. Leonardo started with this film, This Boy's Life, yes. Auditioning with you, and you were playing his stepfather by this time. Now you're his uncle, so would you say the family ties are getting closer? Somewhat, yeah, some diverse, crazy way. Yeah. You immediately knew that he was destined to a great future as an actor? No, when I saw him in a... We had a reading of This Boy's Life with Michael Caton Jones, the director, and Leo, and Leo was reading another part, and I forget who was reading Leo's part in the movie itself. And I said to Art Linson, I said, that kid's interesting, you know, for what it's worth. And then they looked at him more carefully and figured, you know, they would go with him. You loved being president of the jury, and I know you would love to do it all over again, but you said that you were not sure how many years you have to wait. I don't know. I'd like to do it. I had a very good time. So do you intend to have the answer before you leave Cannes? Maybe. I don't know. I don't know. When you were president of the jury here, French cinema was awarded 2 times, Best Actor for Jean Dujardin, and Best Jury's Prize for Mai Wen's Police. Yes. Do you have any particular appeal for French cinema? Of course I do. I mean, not lately. I've not seen movies, French film, but when I was younger, the Nouvelle Vague was, you know, we'd see movies by Godard and the other French filmmakers, François Truffaut and Jacques Demy, and that's all I could say. Thank you very much. Voilà, ça parlait pas tellement de Killer of the Flower Moon, mais je trouvais intéressant comment il parlait de lui. Alors, voyons voir la presse vite fait. Critique. La presse c'est quand même plutôt bonne. Avec un 4,4 sur 5. Alors, c'est vrai qu'en même temps, voilà, donc on a l'Humanité qui met que 2 étoiles sur 5. Mais c'est vrai qu'en même temps, toujours un peu de mal avec les grands réalisateurs comme ça. Et les critiques presse, c'est que... c'est une anecdote que j'ai vécue, c'est que... j'étais parti en journée professionnelle et je sais plus quel film d'un grand réalisateur comme ça on nous avait présenté, puis moi je m'étais embêté pendant le film et à la sortie j'ai dit tout le monde était là, waouh c'est génial, et moi je dis moi je me suis embêté, c'est prévisible, je me suis fait tomber dessus par tout le monde. Donc est-ce que la presse c'est pas un peu pareil et il faut quand même pas dire du mal de Scorsese ou pas. Alors, j'ai pas vu le film, donc je sais pas. Quand on réussira à le passer au cinéma, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Faudra prendre le temps d'aller le voir, parce qu'il est long. Mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas cet effet-là aussi? C'est Scorsese, c'est un monstre sacré, donc faut pas en dire de mal. Peut-être, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Une histoire de crime et de racisme. Au cœur du livre de l'écrivain David Grann se trouve le peuple Osage, un des peuples amérindiens qui a dû quitter ses terres originelles situées dans les vallées de l'Ohio et du Mississippi,
J'allais dire du Missouri, mais non, c'est du Mississippi. Pour les États du Kansas et du Missouri, jusqu'à finalement s'installer sur ordre du gouvernement américain qui l'oblige à l'acheter. Allez, sur une terre dite indienne encore plus à l'ouest, en Oklahoma, à compter de la fin du 19e siècle. C'est donc là que vivent la plupart des Osages. Osages, peut-être, parce que Osage, ça fait tristoun quand même. Donc on va dire Osages. Après la découverte de pétrole sur le territoire Osage en 1894, les Osages deviennent extraordinairement riches car ils conservent les droits sur le sol et louent les gisements à des promoteurs. Oh les salauds! Voilà, mais il fallait pas faire ça, fallait revendre les terres directement. M'étonne après que, bon... Des spéculateurs avides se ruent sur la région, ils cherchent à profiter des Osages, dans les villes champignons qui surgissent un peu partout où l'activité criminelle est florissante, et avec l'autorisation explicite du gouvernement américain de l'époque. Un système corrompu et raciste est mis en place, les fortunes amérindiennes sont gérées par des tueurs blancs qui récupèrent des millions de dollars de profit, pire encore. Des douzaines d'Osages sont assassinés dans les années 20. Le but, que les très lucratifs head rights, ces droits payés aux Amérindiens pour l'utilisation de leurs terres, puissent revenir en héritage aux profiteurs entrés dans les familles amérindiennes par des mariages d'intérêt. Le capitalisme dans sa version la plus dégueulasse. À partir de 1925, le FBI lance une enquête à la demande du peuple Osage. C'est l'une des premières affaires criminelles que traite le bureau, mais le mal a déjà été fait. Un projet de longue haleine. Le film est adapté de l'ouvrage du même nom de David Grann, publié en 2017. Cette même année, un projet de film émerge avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, dirigé par Martin Scorsese, mais les prises ne commencent qu'en avril 2021. Les deux raisons principales à ce délai, le tournage de The Irishman et la pandémie du Covid-19 qui a commencé en 2020. The Irishman qui était très long aussi, il était sorti que sur plateforme, mais il faisait quand même les 3 heures. Sorti en salle, The Irishman, le dernier film de Martin Scorsese, avant celui-ci était produit par Netflix et n'était pas sorti en salle en France, il avait débarqué directement sur la plateforme de streaming. Killer of the Flower Moon aurait pu subir le même sort, financé en partie par Apple Studios. Le film a failli atterrir uniquement sur Apple+. Fort heureusement, Paramount a pris les choses en main, distribuant le film dans les salles obscures. Et il y a aussi le fait que Apple, en début d'année, il me semble, avait annoncé qu'une partie de ces films qui produisaient sortiraient en salle, seraient destinés pas que pour la plateforme, mais aussi en salle. Et c'est Killer of the Flower Moon qui leur avait donné cette idée. Et pour faire la promotion de leur film en salle, ils ont mis pas moins de 1 milliard de dollars sur la table pour pour la co-distribution, la publicité et tout. Vous avez dit combien? 1 milliard de dollars. Bon, en même temps, c'est Apple, ils ont les moyens. Quand on vend un câble USB-C à 100 balles, bon. 2 acteurs fétiches de Scorsese. Killer of the Flower Moon réunit les 2 acteurs fétiches de Scorsese, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Le premier a tourné 9 fois sous sa direction dans Mean Streets, Taxi Driver, New York, Raging Bull, La Valse des Pantins, Les Affranchis, Les Nerfs à Vif, Casino et The Irishman. Le second 5 fois dans Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island et Le Loup de Wall Street. Et c'est vrai quand même que quand on relit tous ces titres de films, il y a quand même beaucoup de films longs, même si là, il s'est quand même dépassé, Monsieur Scorsese. Un western pour Scorsese. Lorsqu'il a commencé le livre de Grann, Scorsese a été intrigué par son titre et la possibilité suggérée par le producteur Rick Yorn que ce pourrait être son western. J'ai toujours voulu faire un western, mais je ne suis jamais passé à l'acte. J'ai aimé d'innombrables westerns dans ma jeunesse et je les aime toujours. Cela inclut aussi bien les films de Roy Rogers conçus pour les enfants que les films plus complexes de la fin des années 40 et 50. J'aimais les films construits autour de mythes traditionnels du western davantage que les westerns psychologiques, mais l'intérêt de bien connaître l'histoire du cinéma est de ne jamais reproduire ou répéter ce qui a déjà été fait. Il s'agit de s'en inspirer et d'avancer.
Ces films m'ont nourri en tant que cinéaste, mais ils m'ont aussi donné envie d'aller plus loin dans l'histoire réelle. Le film a été présenté au Festival de Cannes. La presse a salué une fresque criminelle vertigineuse, située quelque part entre le western, le film noir et la tragédie antique. Voilà, ça pleut de critiques. Retrouvailles Leonardo et Robert se retrouvent après Blessure secrète et Simple secret, respectivement 94 et 98. C'est d'ailleurs après avoir travaillé ensemble sur Blessure secrète que De Niro a présenté DiCaprio à Scorsese. Une terrible histoire vraie, bon bah ça on l'a déjà dit au début. Un sujet cinématographique, Killer of the Flower Moon n'est pas le premier film sur les meurtres d'Osage. Tragedy of the Osage Hill de 1926 de James Young Deere s'y était déjà intéressé, tout comme la police fédérale enquête de 1959. Par souci d'authenticité, une grande partie du casting du film est composé de natifs américains. Le confinement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de confinement. Martin Scorsese a profité des confinements de 2020 pour développer le scénario du film. Je devais trouver un moyen de retrouver une impulsion créative singulière comme celle que j'ai eue pour Irishman. L'isolement a été très bon pour moi, bien qu'un peu exaspérant par moments. J'ai une pièce insonorisée chez moi, j'ai été en quelque sorte enfermé dedans pendant des mois. C'est un peu comme dans mon film Aviator où Howard Hughes vit dans la salle de projection. Un heureux hasard. Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, Lily Gladstone a expliqué qu'elle avait envisagé de quitter le cinéma en 2020 pour postuler à un travail saisonnier auprès du ministre de l'Agriculture pour traquer les frelons meurtriers qui faisaient des ravages dans tout le pays à l'époque. Pourquoi pas? Ça fait quand même un sacré changement de carrière. Vous faites une introspection et vous vous demandez si vous êtes actrice, si être actrice est vraiment une activité durable. J'ai donc sorti ma carte de crédit et je me suis inscrite à un cours d'analyse de données. Mais alors qu'elle allait rentrer son code de carte bleue, elle a reçu une notification par mail de l'équipe de Martin Scorsese pour une demande de participation à une réunion sur Zoom. Le réalisateur l'avait repéré dans les films de Kelly Richards et il tenait à lui offrir le rôle de Molly dans le film. Un auteur cinématographique, le livre qui a révélé David Grann et La Cité perdue de Z, publié en 2009. Et c'est vrai que ça a été porté à l'écran par James Gray dans The Lost City of Z. Fidèle collaborateur, Martin Scorsese a réuni ses collaborateurs les plus fidèles pour le film. Parmi eux, le directeur de la photographie Rodrigo Pietro, le compositeur Robbie Robertson, la monteuse Thelma Schoonmaker, qui a participé à tous les films de Scorsese depuis Raging Bull en 1981, film qui lui a valu le premier de ses 3 Oscars. Parmi ceux-ci, il travaille ici pour la première fois avec le cinéaste. Parmi ceux qui travaillent ici pour la première fois avec le cinéaste, il y a Jacqueline West costume et le légendaire décorateur Jack Fisk, qui a derrière lui une carrière aussi longue que celle de Scorsese. Tournage à Fairfax et Pawhuska. La ville de Fairfax a beaucoup changé depuis les années 20. Le peuple Osage venait d'acheter 3 km² à côté de Main Street, à Pawhuska, là où il y avait une vieille gare routière. Ils s'apprêtaient à tout démanteler pour faire un parc. Nous leur avons demandé de repousser ce projet car ce morceau de terrain fonctionnait parfaitement pour nous. Nous avons donc eu l'autorisation d'y construire notre gare. Nous avons fait venir 365 mètres de rails et une véritable locomotive. C'était l'endroit idéal. C'est précis. 365, pas 364, 2, 1, non. Pawhuska incarne Fairfax dans le film. Pour achever la construction de la Kieka Avenue, nous avons recouvert la rue de terre. Cela a donné une unité au décor, lui a conféré une ambiance western et l'a rendu vivant. Avec tous ces efforts, la question se pose, pourquoi ne pas tourner une demi-heure de là à Fairfax même? Selon Jack Fisk, Fairfax a été très abîmé au fil des années à cause de destruction naturelle, de tornades, d'une économie en crise et du passage du temps. De nombreux immeubles sont condamnés, les toits ont pourri, il y avait trop peu de vitrines que nous pouvions utiliser en toute sécurité.
contrairement à ce qu'offrait Pooska. Le film le plus cher de Scorsese, Killers of the Flower Moon, a été conçu pour 200 millions de dollars, ce qui est énorme pour un film n'étant pas un blockbuster d'action. Il s'agit du long métrage le plus cher de Martin Scorsese, dépassant Gangs of New York, Le Loup de Wall Street, Aviator, Hugo Cabret et Irishman. Le maximum, c'était 160 millions de dollars. A noter que Leonardo DiCaprio a été payé 30 millions de dollars pour jouer dans le film. 30 millions sur 200, ça va. Préparation. En amont du tournage, Leonardo DiCaprio s'est plongé dans les recherches pour interpréter au mieux Ernest Burkhardt. Il a absorbé la culture Osage et est devenu un véritable caméléon. Nous avons eu de nombreuses rencontres avec des membres de la communauté Osage et ils ont été d'une très grande aide. Nous avions d'excellents conseillers, ça a été une vraie immersion. J'ai eu accès à des témoignages de première main venant parfois de descendants ou de parents éloignés de son personnage. Un changement de perspective qui fait la différence. Au départ, l'adaptation signée Martin Scorsese et Eric Ross a pour héros Thomas Bruce White Sr., le Texas Ranger et agent du FBI auquel on doit les résolutions des meurtres d'Osage. Puis une autre perspective a germé. Pourquoi faire un film sur Tom White quand il s'agit de l'histoire des Osages ? C'est ainsi demandé Scorsese qui s'est aussi inquiété que le rôle de Tom White soit trop limité pour DiCaprio. Le livre fonctionne, mais le risque était que le film soit l'énième histoire d'un sauveur blanc. C'est pas faux, un agent du FBI qui débarque et résout les problèmes. David Gran a été très discret. Si vous voulez faire un film, il faut que vous compreniez le rôle des Osages dans cette histoire, ajoute le metteur en scène. Une solution narrative s'est alors présentée provenant des transcriptions du procès et du récit qu'en fait David Gran. Au procès d'Ernest Burkhardt, un vétéran de guerre roublard qui avait trouvé du travail sur les gisements de pétrole de Fairfax. Il témoigna au sujet de sa participation dans une conspiration criminelle conçue par son oncle. Le complot consistait à épouser une fille d'une riche famille Osage, puis à assassiner les sœurs, le beau-frère, dans le but de récupérer leurs head rights. Molly, l'épouse, était la prochaine sur la liste. DiCaprio ajoute « Ça a été un moment d'émotion, complexe et sombre, fascinant, du point de vue des personnages, le fait que ce couple soit resté ensemble après le procès. En fin de compte, ils se sont séparés, mais Marty a réussi à la perfection à donner de l'humanité à des personnages peu recommandables. C'était là... j'ai perdu mes lignes, que devait être le cœur du film, pas dans une enquête menée par quelqu'un de l'extérieur. Ernest et Molly au centre, faire du drame l'histoire d'une trahison personnelle est le point d'entrée dont Scorsese avait besoin pour s'approprier Killer of the Flower Moon. Ernest et Molly étaient la clé, tout est fondé sur l'amour et la confiance, et nous voyons comment ces éléments sont trahis, et pour quelles raisons ? Pour avoir toujours plus de terre, plus d'argent. C'est un classique. Ce sujet m'attire, qui sait pourquoi, les racines sont à chercher du côté de mes origines. Scorsese a trouvé des indices dans les transcriptions du procès. Il y a un procès verbal du témoignage d'Ernest où il donne son nom, explique « Je traîne dans la salle de billard, j'ai grandi avec des gens qui traînaient dans la salle de billard. Prenez un jeune qui aime bien s'habiller, de temps en temps il détrousse quelqu'un, sort avec des femmes, quelque chose comme ça. Je peux construire ce personnage car je connais cette vie. Est-ce qu'il a toujours été fort ? Non. Mais j'aime les personnages de faibles et il n'est pas capable d'affronter son oncle et ceux qui l'entourent. Ou alors il ne veut pas le faire, je savais que le résultat serait au rendez-vous. Je sentais qu'on était en bonne voie parce que le cœur de l'histoire était là, Ernest et Molly. Nous allions créer Ernest, découvrir qui il était grâce aux témoignages de gens qui l'avaient connu, se remémore le metteur en scène. Source d'inspiration, dans le quotidien irlandais The Irish Times, Martin Scorsese a expliqué que les dérangeants Midsommar et Beau is Afraid réalisés par Ari Aster l'ont inspiré quant au rythme du film. J'aime beaucoup le style et la cadence des bons films d'horreur tels que les Midsommar ou Beau is Afraid d'Ari Aster. La mesure de ces films se rapporte à ceux de certaines séries B de Val Lewton à La Féline de Jacques Tourneur ou encore à Son Vaudou. C'est un peu plus lent, un peu plus tranquille. J'étais très préoccupé par le fait de laisser de la place à des scènes qui n'apportaient rien au récit d'un point de vue narratif, des scènes qui seraient plutôt relatives aux Osages et à leur culture. J'avais envie de figurer des scènes qui donneraient la part belle
à leur culture, que ce soit l'attribution des prénoms aux nourrissons, les funérailles ou les mariages. Je voulais que le spectateur puisse en comprendre davantage sur ce peuple et se laisse immerger dans l'univers du film. Il s'agit de tenter sa chance. À mon âge, qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? Effectivement. Voilà, c'était donc Killer of the Flowers Moon. Non, Killers of the Flower Moon. Pardon. Hop. Film suivant. Le couple Nakache-Toledano revient avec Une année difficile, qui met à l'écran Pio Marmaille, Noémie Merlan et Jonathan Cohen, qui n'était pas du tout prévu à la base, il me semble, pour incarner ce rôle. On regarde la bande-annonce. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, on est à la ruche. J'y vais. Attends, tu veux pas boire un coup? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit? Ouais, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, hein, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain, là. Excuse-moi, tu peux me mettre 2 bières, s'il te plaît? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées. Pourquoi t'as remis ton t-shirt? De toute façon, toi aussi, tu le gardes, non? Tu sens l'impact là? Ah oui, je sens l'impact. Bon. T'as besoin de thunes? Oui. Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va. Comment ça se fait que le monsieur est passé, là? On fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as 20 balles? Sérieux? Obéissance à la loi, dispersez-vous. On ne descendra pas. Viens-nous chercher. Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi. Mais il se passera rien entre nous. On ne descendra pas. Viens-nous chercher. Si je suis pas pressé, je peux t'attendre. On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort, hein? Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Et surtout, c'est pas cher. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? On sent bien leurs pattes quand même au travers de la bande-annonce. Un film né d'un monde en pause. Ah bah tiens, ils ont écrit pendant le Covid à tous les coups. Alors qu'ils écrivaient un film pendant le confinement. Voilà. Eric Toledano et Olivier Nakache se sont arrêtés pour s'interroger sur ce monde en pause, comme le rapporte le premier. Quel était ce nouveau monde qui était censé arriver? Oh, ça c'était beau. Vous vous rappelez pendant le Covid? Le monde d'après, ce sera cool, on fera attention à l'écologie, on sera tous en paix, on consommera moins. C'était beau, c'était beau. Une belle histoire. Ce monde qui, d'après certains, ne serait plus du tout le même que le nôtre. Des images se sont imposées, les rues désertes, les rideaux des magasins fermés, les avions cloués au sol, tous ces gens qui applaudissaient tous les soirs à 20h aux fenêtres. Oh, c'est vrai ça. Et d'autres images ont surgi en contradiction avec ce vide que nous vivions tous. Alors, l'évocation du trop-plein de nos sociétés en croissance permanente. Un pont entre l'écologie et le surendettement. En voyant sur les réseaux sociaux des vidéos de militants qui bloquaient l'ouverture des magasins pour le Black Friday, les réalisateurs ont été frappés par l'opposition entre deux mouvements, le vide du confinement vs le trop-plein de la société de consommation. De leur recherche a émergé le thème du surendettement. Olivier Nakache raconte « Ce sujet nous intéressait depuis un certain temps. Il raconte quelque chose sur le désir mimétique, sur la voracité des établissements de crédit qui plongent pas mal de gens dans le rouge et sous la ligne de flottaison. Puis le duo a voulu se pencher sur les nouveaux militants écologistes et surtout ces militantes, car lors de nos recherches, ce sont souvent les filles si combatives qui nous ont le plus marqués. Des cactus, nous en avons rencontré. Eric Toledano ajoute « C'est aussi pour cela que tout le film est traversé par l'évocation
de l'image des ponts, il s'agissait de relier deux sujets comme deux rives, le surendettement et l'écologie, qui en apparence n'ont pas grand-chose à voir et pourtant les appartements vides peuvent porter plusieurs histoires. La récente visite d'huissier ou une volonté de dénuement, de minimalisme et de décroissance. Un besoin de comédie. Après avoir tourné 2 saisons de la série En Thérapie, qui était très bien. Je crois que c'était sur Arte, mais c'est vrai que c'était pas facile. Hein. Les réalisateurs ressentaient un besoin de comédie, faire rire là où nous devrions sûrement pleurer. Cela nous permettait d'aborder les mêmes réflexions et le même constat par la dérision et l'humour. La comédie est un poste d'observation privilégié, un baromètre social qui provoque également un vrai examen de conscience. Nous avions très envie d'énergie et de mouvement, et c'est aussi cette volonté de mise en scène qui a motivé le choix des sujets. Un Black Friday où les actions musclées des activistes écologiques, ces déploiements humains sont très stimulants et inspirants à filmer, explique Olivier Nakache. Il admet que ce besoin est aussi une réaction au tournage de la série En Thérapie qui se déroule dans le cabinet d'un psychanalyste où l'accent est porté sur les visages des comédiens. Éric Toledano ajoute « De plus, de telles scènes ont rarement été filmées. Créer des images neuves fait partie de notre plaisir de cinéma. » La comédie italienne comme modèle. Une année difficile marque un tournant pour le couple de réalisateurs qui ont décidé d'assumer pleinement l'influence de la comédie italienne, en utilisant l'ironie, la satire, la farce, tous ces éléments qui servent à mieux appréhender notre sujet pour que le fleuve soit plus tumultueux, avec plus de courants et de contre-courants, pour bousculer, déranger, déborder, décrire une société en mutation et en déconstruction. Des personnages peu aimables. Sous l'influence de la comédie italienne, les réalisateurs ont décidé de jouer la carte de l'humour noir et de mettre en scène des personnages peu aimables. Est-ce que c'était pas le cas un peu avec Le Sens de la Fête ? Olivier Nakache explique « Le défi était de réussir malgré tout à rendre attachants ces ratés sympathiques, avec un désordre apparent qu'une trop franche linéarité ne pouvait pas restituer. Là, en effet, nous l'assumons complètement. Nos héros partent du point A pour revenir au point A. De vrais militants au casting. » Pour les scènes de manifestation, les réalisateurs ont fait appel à 2 vrais militants écologistes. Ils nous ont dit « Nous faisons des actions pour qu'on parle de nous et vous parlez de nous, donc nous sommes partants. Nous adorons les castings mélangés, des acteurs face aux non-acteurs. Chacun a un défi à relever. C'était drôle car souvent ces jeunes militants nous trouvaient même un peu mous dans la satire. » C'est original. Pour Pio Marmaille, tourner avec de vrais militants était un enrichissement. Les scènes d'intervention ont été repérées et ils nous ont expliqué leur méthode. J'étais curieux de découvrir et de recréer avec eux leur performance, ces chaînes humaines, ces sittings qui sont autant de blocages artistiques, leur dimension poétique autant que politique me touchait, j'échangeais énormément avec eux et ils étaient très à l'aise et généreux pour nous livrer leurs tactiques, leurs règles de groupe, lors des actions ou des prises de parole, autant de choses que j'ignorais totalement. Autorisation de tournage. L'équipe a rencontré des difficultés pour obtenir des autorisations de tournage. Nous avons essuyé des refus à peu près partout. Aucun centre commercial qui accepte de recréer un Black Friday. Ça peut se comprendre. Et les aéroports étaient réticents avant que nous réussissions à négocier avec Roissy et Châteauroux. Quant à la Banque de France, il s'agit en réalité d'un bâtiment qui lui ressemble, celui de l'Académie du Climat, installé dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement. Chaise musicale, après l'avoir dirigée dans la série En Thérapie, Éric Toledano et Olivier Nakache ont voulu travailler avec Pio Marmaille sur un long métrage. Face à lui, les réalisateurs imaginaient Alban Ivanov, mais le comédien a dû se retirer du projet pour des raisons de santé. Ils se sont alors tournés vers Jonathan Cohen pour le remplacer. Celui-ci a été flatté, mais a bien failli refuser le projet, épuisé par les tournages qu'il venait d'enchaîner et la post-production du flambeau. On lui a répondu que cela ne pouvait pas être plus approprié pour un personnage surnommé Lexo. Il n'avait qu'à venir tel quel, barbe de 3 jours et complètement essoré, explique Éric Toledano. Au final, les rôles ont été intervertis entre les 2 acteurs. Pio Marmaille interprète le rôle destiné à l'origine à Jonathan Cohen et vice-versa. C'est original, ça.
Voilà donc pour une année difficile. Quelle est la presse? Que dit la presse? On est sur un 3,1 sur 5. Il y a pas de coup de cœur, hein. Il n'y a pas de 5 sur 5. Beaucoup de 4 sur 5. Quelques coups de rapière au travers de la société. Voilà, donc la presse reste quand même plutôt contente. Allez, film suivant, Les Trolls 3. Et oui, c'est les vacances à la fin de la semaine, donc forcément, on a des films pour enfants. La semaine dernière, on avait les chiens, là, La Patte Patrouille. Cette semaine, Les Trolls 3, on regarde la bande-annonce. On va marquer l'histoire des boys bands ce soir. À cause de toi, bébé branché nerveux. J'ai l'impression que je vais vomir et tomber dans les pommes et... Te faire pipi dessus en même temps. Comment t'as deviné? Fais du bruit pour Vous êtes nuls! Mes abdos admirablement sculptés et moi, on démissionne. Branche, on est plus synchro, on est devenus des hommes maintenant, c'est plus du tout la même chanson. On va faire boys band à part. Au revoir. À très bientôt alors. Branche! Quoi? Salut. Tout va bien? T'es en train de pleurer et de sourire en même temps, ça a l'air un peu douloureux. Oui, ça me fait mal au visage. Oh! Bébé Branche! Je suis John Dory, le frère de Branche. Quoi? Ow! C'est plus mon frère. Coup de théâtre, Popcorn Dinkles. Un frère, c'est un ami qui ne te quittera jamais. C'est le lien le plus fort au monde. Je tuerais pour avoir un frère ou une sœur avec qui chanter. T'avais un look d'enfer. Doudoune sans manche, collier de coquillage, costard en jean. Tu décolorais les pointes. Ah! Oh là là, t'es trop chou, j'adore. C'est l'époque qui voulait ça. La honte. Branche, notre frère est retenu dans une prison de diamants. Il n'y a qu'une chose assez puissante pour faire éclater le diamant. L'harmonie familiale parfaite. C'est une bonne idée de laisser un bébé au volant? Excusez-moi, mais j'ai mon permis de conduite accompagné. C'est qui? Adulto, Mac Moustache? La vraie question, c'est plutôt... Est-ce que t'es une cafeteuse? Qui va là? On est juste venu chercher notre frère. Oh my god. Salut! Moi, c'est Viva. C'est tellement fantasmabuleux de pouvoir enfin rencontrer d'autres trolls. Je rêve ou tu m'as fait une tresse? Je t'en prie, t'es trop canon. J'adore. Es-tu la fille de King Peppy? Ouais. Poppy, je suis ta sœur. Ma quoi? Wow. Et moi, je suis le seul à pas avoir de frère ou de sœur mystère. C'est une deuxième chance pour toi et tes frères, Branche. Peut-être plus échancrée la couche. Si elle était plus échancrée, elle me remonterait derrière les oreilles. Je sais que tu penses que c'est dangereux et peut-être que tu as raison, mais ça vaut le coup. La famille, ça vaut toujours le coup. Je peux pas croire que ça arrive pour de vrai. Toujours au top, hein? Tu as clairement encore du boys band en toi. Voilà donc cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film Les Trolls, une franchise qui fait du bien. Les Trolls 3 est mise en scène par Tim Hates et Walt Dorn. Ce dernier avait co-réalisé le second opus. Il explique quant au succès de la franchise animée, en ce moment on ne voit presque plus de comédie au cinéma aux États-Unis et un film comme Troll permet à ce genre d'exister. Le cinéma d'animation est le seul à produire des comédies. Je crois que les gens ont besoin de rire et d'oublier la grisaille du quotidien. C'est clair qu'en ce moment, quand tu écoutes les infos, plus que jamais, nous avons besoin de comédiens, et c'est en partie ce qui explique le succès de comédie, et c'est en partie ce qui explique le succès des trolls. Et puis je crois que la magie de cet univers surréaliste envoûte le public et le transporte dans une dimension existentielle surprenante. Nous devons nous émerveiller dans la vie, et ces films permettent à nos esprits de s'échapper dans un monde fantastique, sans oublier que la musique nous donne tellement d'énergie positive au public qui vient voir nos films. Avec Troll, vous pouvez faire face à toutes les difficultés de votre vie,
Ce sont des chansons de différentes époques, ce qui permet au public, qu'il soit jeune ou plus âgé, de s'identifier à cet univers musical. Message des Trolls 3 pour Walt Dorn. Le message le plus important qui ressort de ce troisième opus est l'importance de la famille, du groupe, du vivre ensemble. Le metteur en scène précise, ce sont des thèmes qui ont plus que jamais une résonance importante étant donné que notre société est de plus en plus divisée. Nous avons commencé ce film au début de la Covid, donc forcément le message familial s'est imposé de lui-même. Certes, ce n'est pas simple de faire face à votre famille et de laver votre linge sale ensemble, mais c'est nécessaire et c'est avec honnêteté et amour que l'on arrive à conserver une famille solide. Oh, c'est beau! Il s'agit toujours de s'écouter les uns les autres, de toujours se venir en aide et de faire preuve de compréhension et de compassion. Il s'agit aussi d'arrêter de rechercher la perfection. Personne ni rien n'est parfait dans la vie, il faut savoir être raisonnable avec soi-même et avec les autres. Pas simple dans un monde devenu tellement narcissique avec tous les réseaux sociaux. Un projet ambitieux. Les Trolls 3 est un film très ambitieux. On va peut-être pas exagérer non plus. Walt Dorn et sa grande équipe ont dû créer des mondes jamais vus à l'écran. C'est pas le premier à faire ça, et ce sera pas le dernier. Il confie, c'est toujours périlleux que de tenter une telle expérience et de la mener à bien. De plus, nous avons tellement de nouvelles créatures, de différentes espèces, qu'il a fallu inventer de nouvelles textures, et que ce soit pour leur fourrure ou leur chevelure. Heureusement, nous avons une équipe solide qui sait faire preuve d'ingéniosité. J'espère que chacun passera un bon moment de détente et ressortira de notre film avec toute la bonne énergie intérieure retrouvée. Pourquoi pas, hein, mais de ce qu'on voit de la bande-annonce, c'est pas non plus complètement oufissime de créativité. Un film autonome. Les Trolls 3 a été conçu comme une itération totalement nouvelle et autonome avec son propre style, tout en conservant des références visuelles aux 2 chapitres précédents sous forme de clin d'œil. Chaque épisode est l'occasion d'emmener le public dans un voyage totalement inédit qui dépasse à la fois leurs attentes et leur imagination. Le film commence à Bergentown avec le mariage de Bridget et de King, un hommage au tout premier film Les Trolls. Ensuite, nous avons développé notre trame en rassemblant les frères perdus de Branch. Tout est question d'échelle dans l'univers visuel de la franchise Troll, et ce film est l'occasion de découvrir de nouveaux territoires habités par de nouveaux... Oui, bon, ça on l'a déjà dit, merci. Une saga lucrative, autrement ça continuerait pas. Son pop des années 90, pour s'assurer que le film reste bien synchronisé avec le passé du boys band de Branch. Les cinéastes se sont concentrés spécifiquement sur les sons pop des années 90. Le réalisateur explique: Branch et ses frères faisaient partie d'un family pop band. Nous avons donc appuyé largement sur le champignon. Nous avons fait appel à un certain nombre de collaborateurs pour nous assurer que chaque son s'intègre parfaitement dans le récit. Nous nous demandions quotidiennement: que se passe-t-il dans l'histoire et comment pouvons-nous l'intégrer dans une chanson pop? Quels sont les personnages qui chantent? Quelle est leur attitude? Le défi le plus passionnant aura certainement été la commande de nouvelles chansons originales qui pourraient s'intégrer parfaitement dans le paysage musical que nous étions en train de concevoir. Il est difficile d'écrire des chansons originales qui arrivent à souffrir la comparaison avec les classiques que nous aimons tous, et les chansons de films sont bien parties pour elles aussi devenir des classiques inoubliables. Un retrouvaille avec les Trolls 3, Justin Timberlake a eu l'opportunité de renouer avec ses collègues du groupe N5, le boys band jadis si populaire s'est réuni exceptionnellement pour enregistrer le morceau Better Place, le premier nouveau titre depuis plus de 20 ans. Note d'intention. Ils ont même écrit une note d'intention. L'objectif à tous les niveaux était de faire un film dynamique, plein de vie et de nouveautés. Après les 2 premiers films, il est difficile de réaliser comment l'équipe a réussi à faire un chapitre aussi frais. Moi, j'ai toujours pas compris ce que c'est un film frais, mais il était hors de question de faire un troll greatest hits et de se répéter. C'est important pour nous, pour le public et surtout pour nos personnages qui reviennent de film en film. Nous sommes tous constamment à la recherche de nouvelles blagues, de nouvelles aventures pour nos personnages.
Puis, les animateurs et les acteurs portent visuellement ces performances à un autre niveau. Cela rend chaque personnage inoubliable, même si ce n'est que pour un court moment. Ils sont vraiment uniques. Bon, après, des personnages uniques, c'est les trolls, quoi. Ma génération, on jouait à ça, gamin. Il n'y a rien de franchement... Alors, critique presse, ouf, 2,6 sur 5. On est juste au-dessus de la moyenne. Bon. Présente de nouveaux personnages dans un festival de morceaux musicaux. Personnages, ouais, ces créatures sont adorables. Oui, bon, voilà, quoi. On doit passer un beau moment en famille. Tout le monde s'y retrouve un peu. Chacun a des références différentes. Donc, bon. Allez, film suivant. Pourquoi j'ai pas la bande annonce? Ou c'est qu'il me manque une affiche, allez savoir. Voyons voir. Est-ce qu'il ne me manquerait pas une affiche? Bureau. Tout à fait, j'ai oublié une affiche. Donc, le film suivant, c'est La Comédie Humaine, et non pas Ansel, dont on parlera après. La Comédie Humaine, dont on regarde la bande-annonce. 申し訳ありません。やっぱりちょっとチケットがないとご案内できないですね。すいません。釣りが急に来られなくなっちゃって、よかったら譲りましょうか。ありがとう。いえいえ。はるちゃん。あ、ね、今日来てくれるんだよね。あ、多分行ける。忙しかった？今日さ、ほら展示の日なんだ。これ旦那です。どうも、はじめまして。こんにちは。 右腕はタイヤに巻き込まれたために緊急に切断手術を行わなければなりませんでした。ねえ、わざと飛び込んだの？死のうとしたの？人来ないね。オーナーは奥にいますか？はい、ちょっと待っててくださいね。彼と住んでるのかと思った。一人です。そう。でも会ってんだよね。別れたいってこと？ 花束で作っていただけますか？はい。はい。女の子だって。わかんの？ Voilà pour cette présentation tout en délicatesse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? L'un des premiers longs métrages de Koji Fukada. La Comédie Humaine a été réalisée en 2008, mais il a fallu 15 ans pour qu'il soit visible dans les salles françaises. Koji Fukada conseille aux spectateurs de voir ce film comme une œuvre récente. Je crois que les questions que je me posais à l'époque et les thèmes que j'aborde dans mes films n'ont pas tellement changé. Il y a des questions universelles que j'ai toujours envie de traiter et qui sont par exemple la solitude, qui est pour moi la condition humaine par définition. Théâtralité. Le théâtre occupe une place importante dans le film. Koji Fukada a choisi une structure en 3 actes et a fait d'un théâtre le décor où les premiers personnages se rencontrent et a fait appel aux comédiens de la troupe Senedan. Une troupe dont il a fait partie non pas en tant que comédien ou metteur en scène, mais dans la section mise en scène, qui consistait à faire des films avec les membres de la troupe. Ce n'est pas tant la culture théâtrale qui intéressait le cinéaste japonais, mais la façon dont travaillait cette troupe. Il explique, il travaillait essentiellement sur des pièces contemporaines, et surtout qui s'éloignaient du théâtre classique tel qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire que ce n'était pas un théâtre déclamé, il était au contraire au plus proche de la quotidienneté, de la façon dont les êtres humains se parlent quand ils sont dans leur vie de tous les jours. Les éléments dramaturgiques forts étaient mis de côté, et c'était en général soit des tranches de vie, soit des instants captés. Je trouvais donc intéressant ce travail qu'il faisait autour du réalisme et de la normalité. Balzac. Si La Comédie Humaine n'est pas une adaptation de la série littéraire d'Honoré de Balzac, Koji Fukada s'est néanmoins inspiré de l'écrivain français dans la structure de son film, ainsi que dans les thèmes abordés.
Le réalisateur lisait énormément Balzac à cette époque et avait même adapté une de ses nouvelles dans un court-métrage, La Grenadière, en 2005. Il raconte « Je crois que j'ai été très séduit par le projet de la comédie humaine, parce qu'il permettait d'apporter un regard sur la société à travers une multitude d'entrées et sous différents aspects. J'avais donc l'envie d'appliquer cette méthode à mon cinéma, d'essayer de faire un film qui soit à la fois très inspiré du travail de Balzac et qui permette également de faire de cet état des lieux de la société japonaise, mais plus largement humaine. » Voilà donc pour ce film qui a mis 13 ans, vous vous rendez compte quand même, 13 ans à arriver en France. Et donc on est déjà sur le film suivant, Anselme de Wim Wenders, dont on regarde la bande-annonce et qui est disponible en 3D. J'avais oublié que ça existait la 3D au cinéma. Die Menschen suchen ja das Leichte, weil sie das Schwere nicht sehen wollen. Darum gibt es diese Leichtigkeit. Without the help of architects or engineers, Kiefer and his assistants have turned this 200-acre site into one of the most dazzling, jaw-dropping works of art in the world. Here, he expanded into sculpture and installation. He began to create a world for himself. The German nation has trouble dealing with an artist who wants to grapple with the past of Germany. Die ganze Gesellschaft hat damals geschwiegen, sind alle am Verstehen des Unvorstellbaren gescheitert. Also ich habe jedem eigentlich einen Spiegel vor das Gesicht gehalten. Der größte Mythos ist der Mensch selbst. Alors, je connais pas du tout cet artiste, mais c'est vrai que ça donne envie de découvrir l'installation quand même. Sur 40 hectares. Non, pas 40 hectares, 40... Ouais, si, c'était ça, non? Bon alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Un passé commun. Le réalisateur Wim Wenders et l'artiste contemporain Anselm Kiefer sont nés à la fin de la Seconde Guerre mondiale à quelques mois d'intervalle. Le premier explique « Nous avons passé notre enfance dans le même pays en ruine avec une image de soi détruite, peuplée d'adultes, y compris des parents et des enseignants qui voulaient frénétiquement se créer un avenir et qui essayaient tout aussi frénétiquement d'oublier le passé ou de faire comme s'il n'avait pas eu lieu. Pendant qu'Anselm étudiait le droit à Freiburg im Breisgau, j'y étudiais la médecine. On sent que je parle allemand quand même, hein, parce que vu comment, avec l'intonation et tout, ah oui. Nous aurions pu nous rencontrer à ce moment-là, mais nous avons tous deux bifurqué. Il est allé dans une école des beaux-arts, j'ai fait une école de cinéma, mais comme rien n'est plus formateur que les premières impressions, nous avions beaucoup à partager, de nombreux points communs. Évidemment, nous avons ensuite canalisé nos expériences d'enfance de manière très différente. Qui est Anselm Kiefer, né en 1945 à Donaueschingen en Allemagne. Anselm Kiefer est l'un des artistes contemporains les plus importants et les plus polyvalents. Sa pratique artistique intègre différents médias dont la peinture, la sculpture, la photographie, la gravure sur bois, les livres d'artistes, l'installation et l'architecture. Une rencontre, les deux personnages se sont rencontrés pour la première fois en 1991, au moment où ce dernier préparait sa grande exposition à la Neue Nationalgalerie de Berlin.
C'est alors que nous avons appris à nous connaître, nous dînions presque tous les soirs à l'Exil, un restaurant qui n'existe plus. Nous fumions, buvions, parlions beaucoup. J'ai été époustouflé lorsque j'ai vu l'exposition, elle était absolument fantastique et m'a ouvert les yeux. Dès cette époque, au cours de nos discussions, nous avons envisagé de faire un film ensemble, mais pendant que j'étais occupé avec Jusqu'au bout du monde et Si loin, si proche, Anselme a déménagé dans le sud de la France et nous nous sommes perdus de vue pendant des années. C'est lorsqu'un ami commun a emmené Wim Wenders dans la commune française de Barjac, où Anselme Kiefer a travaillé pendant près de 30 ans et a créé la topographie la plus incroyable de son œuvre, que le cinéaste s'est dit « c'est maintenant ou jamais ». Le paysage comprend diverses constructions architecturales, de nombreux pavillons, des cryptes souterraines et même un gigantesque amphithéâtre couvert. Là encore, je n'avais jamais rien vu de tel. Lorsque j'ai fini par rencontrer Anselme à Barjac, ce fut comme si nous reprenions notre relation là où nous nous étions arrêtés des années auparavant. Très peu de temps après, je lui ai rendu visite dans son atelier de Croissy près de Paris, où nous avons topé là et décidé de faire le film ensemble. Cela a pris 2 bonnes années avec plusieurs tournages à Barjac et à Croissy. Nous avons également tourné dans les montagnes reculées de l'Odenwald, où Anselme avait eu ses premiers ateliers et avait rénové une ancienne usine de briques qui constituait en elle-même un véritable microcosme de son travail. La région natale d'Anselme, la campagne près de Rastatt et du Rhin, était un autre lieu de tournage. C'était encore un point commun que nous nous sommes découverts, la présence en nous depuis notre enfance de ce grand fleuve que nous avons connu à des endroits différents, Anselme près de sa source avec la France de l'autre côté, tandis que j'étais près de la Belgique et des Pays-Bas et de son embouchure. Pas une biographie. Avec Anselme, Wim Wenders n'a jamais eu l'intention de tourner une biographie. Il justifie ce choix. La vie d'un homme devrait toujours rester son domaine privé. Avec Pina, je n'ai jamais été intéressé par sa vie de chorégraphe ou de danseuse. La vie privée est sacrée ou plutôt sacro-sainte, mais le travail et l'art valent la peine d'être explorés dans un film, que ce soit pour mieux les comprendre moi-même ou mieux encore pour permettre à d'autres de les voir. La stupéfiante quantité de travail et la complexité des références d'Anselme au mythe, à l'histoire, à l'alchimie, à l'astronomie, à la physique et à la philosophie me sont d'abord apparus comme des obstacles insurmontables, mais le fait de filmer tout cela, de visiter les lieux marquants du parcours d'Anselme, m'a permis d'y voir plus clair. Et c'est vrai que le film qu'il avait fait sur Pina Bausch était magnifique. Si jamais vous avez l'occasion de le voir, il était en 3D aussi, et c'était une belle 3D, donc ça change un peu. Film suivant, Une femme sur le toit. Film qui... Oh, secours. Voyons voir. Arrête-toi. Arrête de défiler. Hop. On revient en arrière. Voilà. Une femme sur le toit. Comment ça se fait que ça... Oh, non mais quand même. Dont on regarde la bande-annonce. Ma pani u nas konto? Proszę pani, to jest napad. To jest jakiś żart? Uwaga, idziemy, przyjmij, Facet mówi, że policja. Będziemy musieli panią przeszukać? Ale o co chodzi? Prawie to jakieś nieporozumienia, co ty? Milka, coś ty zrobiła. Leczy się pani psychiatrycznie. Komu dałaś te pieniądze? Pytam się, komu dałaś te pieniądze? Milka, powiedz, że to nieprawda, proszę cię. Czy jest ktoś nowy na zajęciach? Mamy tutaj taki tułał powitalny. Widać światło. To jest twoje wyjście.
że jakaś taka inna. Starzy jesteśmy. Nie wiadomo, ile jeszcze będziemy żyć. Naprawdę? Tak chcesz teraz? Il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance. Ça a l'air d'y avoir pas mal de sujets d'aborder là dans le film. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Note d'intention de la cinéaste. La situation des femmes en Pologne et dans de nombreux pays demeure très difficile. Ah oui, c'est polonais en plus. Une femme sur le toit questionne le sort de celle encore condamnée par le poids des mœurs et des coutumes à tenir seule la place de gardienne du foyer. Pour Mirka, cette situation est évidente. Elle n'a même pas l'idée de la remettre en question. Bien qu'elle observe autour d'elle des femmes plus jeunes faire des choix différents, elle ne peut pas imaginer une autre vie pour elle-même. Au cinéma, les personnages féminins de plus de 60 ans sont quasiment absents, tout comme dans le monde réel. Les femmes de cet âge ont longtemps été invisibles aux yeux de la société. En réalisant ce film, j'ai voulu montrer une figure féminine complexe qui, malgré un rôle social crucial et des besoins affectifs personnels, réprimés au fil des ans, finit par trouver le courage de prendre la parole. Le film est librement inspiré par un fait divers survenu en 2011 en Pologne. L'actrice principale Dorota Pomykala est une célébrité en Pologne qui est apparue dans plus d'une cinquantaine de films et séries en Pologne et dans le monde. Une équipe à l'accent féminin, l'équipe technique est composée presque uniquement de femmes, de la réalisatrice à la directrice de la photographie, en passant par la chef costumière, la chef décoratrice ou encore la compositrice de la musique. Une esthétique unique. C'est vrai que on voit qu'il y a une utilisation des couleurs qui est particulière. Pour les couleurs et la lumière, Anna Jadowska et son équipe se sont inspirés du travail de la directrice de la photographie japonaise, Rinko Kawachi. La réalisatrice explique: ces images sont pleines de lumière, mais elles capturent les gens qui semblent peu importants, mais qui prennent sens avec le temps, et à travers ces photos, nous voulions que l'ambiance visuelle reste chaleureuse, car c'est l'histoire d'une personne qui s'éveille à la vie, qui commence à voir le monde différemment. Nous voulions prouver qu'elle peut encore vivre sa vie pleinement, respirer, voir des choses nouvelles, s'aimer elle-même et prêter attention à ses propres besoins. Voilà pour ce film. Le prochain... Est-ce que vous vous rappelez de Sage Distribution? On en avait parlé il y a un moment déjà. Et c'est une boîte qui est un peu particulière puisqu'ils sont spécialisés dans les films qui font la promotion de la religion catholique. Et donc, ils nous proposent un nouveau film qui s'appelle ça. Bon, il n'y a rien qui va ce soir-là. Qui s'appelle Sacerdoce. Comment ça se fait que c'est arrivé là, ça? Attendez. Je vais refaire le listing. On va pas... Hop. Ok. Alors. Affiche suivante. Ok, on scelle. Une femme sur le toit. Sacerdoce, merci quand même. Non mais, dis donc, OBS, fais ce que je veux. Donc, Sacerdoce, Sage Distribution, qui s'assume comme étant une boîte qui défend et promeut la religion chrétienne, donc c'est pas étonnant que ce soit eux qui sortent ce film. On regarde la bande-annonce. Et produisent aussi, parce que... L'Inquisition, la colonisation, tous les scandales
liées à la pédocriminalité. C'est le coup final de la décrédibilisation de l'Église. A priori, il traîne ici parce qu'il a peur de se faire zigouiller, quoi. Tant pis si on nous pique des trucs dedans, tant pis, je veux dire. Le prêtre, ça choque. Sa vie choque, parce que sa vie n'est pas ordinaire. On va en baver. La montagne, c'est un lieu d'humilité. Pourquoi est-ce qu'il est célibataire? Pourquoi est-ce qu'il vit cette vie-là? Je m'en fous de la religion. Ma religion, c'est quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est le Christ. On passe par un mariage, un baptême, à une intervention dans une classe de catéchisme, on va faire un enterrement. Il a fallu que je me mette dans des situations où je sois moi-même dans ma vie de prêtre. Les gars, vous avez sûrement remarqué qu'on veut faire le bien et qu'on n'y arrive pas, et qu'on veut pas faire le mal, mais qu'on le fait quand même. Oh, sans l'expérience. Dans la vie, il y a du combat. Je relie les clochers de ma paroisse à vélo, je rencontre un cycliste. Au bout de 10 minutes, il apprend que je suis prêtre et puis l'instant d'après, il commence à ouvrir sa vie alors que depuis sa première communion, il n'était jamais rentré dans une église. Sainteté. Le prêtre, c'est un homme comme tout le monde qui a aussi des combats. Il y a des douleurs liées à cette blessure affective qui est le célibat. C'est pas un choix de vie facile. J'aurais pu choisir de me marier comme la plupart de mes amis l'ont fait. Je vois que leur choix de vie n'est pas facile. Pourquoi est-ce que je ne donnerais ma place pour rien au monde alors que c'est très dur? C'est justement parce que cet engagement, il donne tout le sens de ma vie. C'est la manifestation d'une vie offerte. C'est la manifestation d'une vie donnée. Voilà. Et ben on passe au film suivant, puisque c'est ça. Avec Un prince, film très particulier, vous allez le voir avec la bande-annonce. Film très curieux, très très curieux. C'est ta dernière chance, m'avait-on prévenu. Tu préfères devenir boucher ou fleuriste? Je choisis plutôt les fleurs. Durant cette première année d'apprentissage, je me liais d'amitié avec Alberto, mon professeur de botanique. Ce garçon-là m'est littéralement tombé dessus sans que j'y prenne garde. En prenant la direction de l'école, j'ai vu arriver toutes sortes de gamins. Pierre-Joseph était à part. En somme, c'est le premier enfant que j'ai adopté. Mon nouvel employeur s'appelait Monsieur Aubry. J'ai tout de suite été sexuellement attiré par lui. Alberto m'avait initié à l'amour, au nom des fleurs, et aux poètes comme Novalis et Denis. Eux seuls paraissaient vouloir faire de moi un être humain. Voilà, c'est très particulier, le film est tout en voix off, on n'entend jamais les acteurs discuter, enfin avoir un dialogue, c'est que de la voix off, c'est vraiment assez particulier. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Donc il a été présenté à la quinzaine des réalisateurs, voix off multiples, avec Vatoto, Pierre Créton, avait commencé à explorer l'idée que chacun se raconte des histoires. La voix avec laquelle on raconte ses histoires, et parfois sa propre histoire, n'est pas la même que notre voix physique. J'ai eu envie de creuser cette idée pour Un prince. Initialement, le film s'ouvrait également par le récit de Françoise Braun, mais avec une autre situation. Elle était en voiture et cherchait Kuta qui avait disparu.
Un personnage principal en périphérie. Cicuta est le personnage principal d'un prince. Il n'en est pourtant pas le narrateur. Le réalisateur explique: son existence est incertaine, il reste longtemps une figure absente. C'était un pari risqué qui explique peut-être le fait que nous n'ayons pas été soutenus par les institutions. Alors, j'ai vu le film. Cuta, moi, je l'ai vraiment pris pour un personnage hyper secondaire. Si c'est le personnage principal, effectivement, ça explique peut-être le manque d'investissement des institutions. À cet égard, si dans Va Toto, des récits biographiques tendent vers le romanesque, pour un prince, il s'agit davantage d'une voie clairement fictionnelle. Je pourrais même ajouter qu'Un prince est mon premier film de fiction. Réalisateur et jardinier, né en 1966, Pierre Créton a fait ses études à l'école des Beaux-Arts du Havre. Il devient ensuite ouvrier agricole. Ses divers emplois comme apiculteur ou vacher l'ont amené à réaliser des films sur le rapport maître-esclave et sur les relations que nous entretenons avec l'animal. Il vit et travaille en Normandie, dans le pays de Caux, territoire qu'il ne cesse d'appréhender et de filmer. En parallèle de sa carrière de réalisateur, il est depuis 2020 travailleur indépendant comme jardinier de la maison Lambert. Des clients en guise d'acteurs, à l'exception de Françoise Lebrun et Evelyne Didi. Le casting est composé d'acteurs non professionnels. Et je suis désolé de le dire, mais ça se voit et ça se ressent. La plupart d'entre eux sont des clients de Pierre Créton, dont il entretient le jardin. Ils n'ont pas tous lu le scénario, mais ont vu mes films précédents. Mon partage avec eux tient davantage à l'amitié qu'au voisinage. Un collaborateur de Jim Jarmusch. La musique d'Un prince est signée Joseph Zan Wissem. Ce musicien néerlandais joueur de lutte a sorti plusieurs albums avec Jim Jarmusch, pour lequel il a également composé la bande originale de Only Lovers Left Alive. Pierre Créton a rencontré Joseph Wiseman après un concert. Les concerts de Joseph sont intimistes et nocturnes, souvent dans des lieux religieux, églises ou temples. J'avais suggéré à Joseph quelque chose entre amour courtois et sadomasochisme, ce qui est assez proche de son univers. Que dire sur le film? Parce que je l'ai vu. Le distributeur m'avait vendu le film comme un des premiers films qui parlait de l'homosexualité dans le monde paysan. On n'est clairement pas dans le monde paysan. Puis on est plus sur l'exploration des fantasmes entre personnes. Le fait que ce soit tout en voix fait que les personnages n'aient pas de dialogue. Au début, ça surprend, puis au bout d'un moment, bon, c'est comme si on lisait c'est comme s'il y avait quelqu'un qui lisait un journal intime et qu'on mettait des images dessus. Voilà, au bout d'un moment, on est vraiment plus dans l'exploration sexuelle que dans l'évocation de l'homosexualité dans le monde paysan. Au bout d'un moment, la répétition des envies sexuelles et tout, bon, c'est fatigant. Voilà, ouais, je le dis comme ça m'a pas vraiment passionné. Après, libre à chacun de le voir et de me dire ce qu'il en a pensé. Film suivant, par contre, là, donc c'est les vacances, donc bien, il va y avoir des films pour enfants. Le suivant est aussi un film pour enfants. Là, on est sur un film à partir de 6 ans, je dirais. Qu'est-ce qu'ils mettent là? Ouais, 6 ans, c'est ça. Et on a un film qui est assez osé, déjà rien qu'au niveau de l'image, on le voit avec l'affiche. Il y a une image qui est assez particulière. Et les sujets abordés dans le film, pour un film destiné aux enfants, sont quand même pas communs. Donc, à découvrir vraiment, ça a été un petit coup de cœur pour moi. On regarde la bande-annonce de Linda veut du poulet. Souvenez-vous les enfants, demain c'est grève, hein? Linda, rentre immédiatement. T'es une voleuse, Linda, et une menteuse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'elle est punie, alors elle va dormir chez toi. Hein? C'est ça la punition? C'est ça le dîner? Tu veux quoi, des surgelés comme chez ta mère? C'est dégoûtant! Je suis pas
pas une menteuse. J'ai été très injuste, pardon Linda. Tu peux me demander tout ce que tu veux. C'est du poulet que je voudrais, avec des poivrons. Du poulet au poivron? Il pollo con il pepperoni. Poulet papa. Ah, c'est pas vrai, j'avais oublié. On peut pas acheter de poulet aujourd'hui? On va lui trouver son poulet. Et elle vous a pris un poulet? Vous la connaissez? C'est ma sœur. Vous faites quoi, les enfants? Waouh! On va le pêcher à la ligne, le poulet. On va se le faire, ce poulet au poivron. Allez, fonce! Allô? Ah, c'est vous, chef. Oui, oui, tout ben. Bienvenue au poulet au poivron! Moi, j'aime pas les poivrons. Et comment une envie de poulet amène une aventure extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Alors, le film a été présenté à Cannes et à Annecy. Note d'intention. Linda veut du poulet est un film drôle et tendre à destination de toute la famille. Un film qui parle de l'enfance comme un enfant le ferait, sans mièvrerie, sans emphase, avec moquerie, insolence et poésie. Le film se déroule de nos jours dans une petite cité ordinaire, un jour de grève générale. Il ne s'agit pas de combattre un monstre ou d'évoluer dans un monde fantastique, mais simplement de trouver un poulet. Ce poulet est un MacGuffin, c'est-à-dire un prétexte pour suivre une mère et sa fille, toutes les deux marquées par le décès du père. Il y a des années de cela. Loin d'être une histoire de mort, c'est donc surtout une histoire de vie. La narration se dirige progressivement vers le collectif. Paulette et Linda entraînent avec elle de plus en plus de monde comme un aimant. On passe d'un 2 pièces cuisine au parvis d'une cité, d'une famille monoparentale à tous les habitants du quartier. Un hymne à la révolte et à l'anarchie. Chiara Malta et Sébastien Lobenbach décrivent Linda veut du poulet comme un hymne à la liberté, à la révolte, au désordre, voire à l'anarchie. C'est un film qui disjoncte avec un sens aigu de l'absurde et du burlesque, empruntant des sentiers multiples, passant du sérieux au merveilleux, avec un humour parfois teinté de mélancolie pour parler à cette enfance enfouie en chacun de nous. Un film qui ne reste jamais vraiment au même endroit, comme s'il avait la bougeotte, comme un enfant turbulent de ceux qu'on met au coin parce qu'il dérange la classe. Un duo de réalisateurs. Linda veut du poulet est réalisé par Chiara Malta, dont c'est le premier long-métrage d'animation, et Sébastien Lodenbach, à qui l'on doit La jeune fille sans main. Que si vous ne le connaissez pas, vraiment prenez le temps de le découvrir, il était magnifique. Ce dernier a pris en charge l'animation à partir d'orientations, de découpage prises en commun, tandis que sa comparse s'est occupée, outre des orientations globales de mise en scène, de tout ce qui concerne le son, dont l'enregistrement des dialogues. Ensemble, ils ont réalisé le montage, l'enregistrement des bruitages et du mixage, et supervisé le suivi artistique des chansons. Et donc oui, quand il dit que c'est un hymne à la liberté, à la révolte, au désordre, voire à l'anarchie, c'est réussi. Je pense qu'aussi bien les enfants que... Moi, je l'ai vu avec un œil d'adulte, forcément. Mais les enfants vont s'accrocher à l'histoire d'aventure, là où les parents vont voir d'autres choses. Donc vraiment, un très très joli film à découvrir en famille. Et qui change aussi bien dans l'animation que dans le traitement de l'histoire et tout. Donc vraiment, allez le voir. Et Michel nous dit, l'humanité a aimé. Vraiment, c'est mérité. Donc, à découvrir en salle. Et, vu que c'est les vacances, il a décidé ce soir de m'embêter, mon défilé d'affiches. Voilà, merci. On passe donc au tout rouge et au tout bleu. Un film de 45 minutes, idéal pour les enfants dès 3 ans, pour leur faire découvrir l'expérience du cinéma. On regarde la bande-annonce de ce joli petit film. Sur une lointaine planète
vivait une jeune tout rouge qui s'appelait Jeannette. Édouard, comme tous les autres tout bleus, était entièrement bleu. Voici les mots sévères que disait sa grand-mère. Jamais, au grand jamais, tu ne dois jouer avec les tout rouges. Jamais, au grand jamais, tu ne dois jouer avec les tout bleus. Ce sont des brutes sans cervelle, une extravagante ribambelle. Jeannette et Édouard se rencontrèrent dans les bois de Merlin-Papin. Dès qu'ils le pouvaient, c'est avec entrain qu'ils jouaient, chantaient et riaient sans fin. Votre Édouard a sûrement kidnappé notre Jeannette. Pour la séquestrer loin sur une autre planète. Voilà pour cette présentation. Puis en plus, il y a plein de jolis petits messages qui sont dits. L'acceptation de la différence, tout ça. Donc ça peut servir de base de discussion ensuite avec vos enfants. Film suivant. Alors attendez, je passe la fiche parce que le titre anglais, j'ai le titre anglais sous les yeux qui est In the Company of Women. Mais le titre français, ce n'est pas ça, c'est En bonne compagnie. Un film dans lequel on va au Pays Basque, en 1977, et on parle de la condition de la femme. On regarde la bande-annonce. ¡Mari! ¡Violador! ¡Deja a las tías en paz! Lo que quieren es que estemos acojonadas. Y que estemos calladitas y criando niños como conejas. Tienes dos cojones, ¿no? ¿Esa mala hostia dónde viene? ¿De tu padre o de tu madre? Papá, ¿está aquí donde metéis a la gente en lío? Vea, y sube por si Mire necesita algo. ¿Por qué no quieres ver a tu madre? No quiero verlos. ¿Me puedo quedar a dormir en tu casa? ¿En dónde vas? ¡Miren! Esto no lo tiene que saber nadie. Conozco una gente que puede ayudarla. Es un grupo de mujeres que entienden de esto. ¿De qué? Los de abortos. ¡Si no la tiraste por la escalera! ¡Jamás! ¡Déjame! ¡Jamás! Cruzar la frontera es peligroso. Tú no tienes ni idea de lo que es pasar por esto. Pero tú sí. Que no hablan de las 11 de Basauri. ¿Qué hostias tenemos que hacer para que nos hagan caso? ¡Delante de todo el mundo que nos estáis matando! ¡Respeta a las mujeres! Hacía tiempo que no te veía tan bien. Bref, ce film, ça a été vraiment mon coup de cœur des films qui sortent cette semaine, parce qu'il est vraiment très bien fait. Il reprend des faits réels sans tomber dans le... il pourrait être plus dur que ça, il pourrait être plus... Mais là, il est tout en justesse, vraiment. Très très beau film sur la condition de la femme en 1977 en Espagne, avec toute cette société qui était très patriarcale, avec à la fin de la dictature. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont évoquées sans forcément tout montrer, mais rien que l'évocation, ça nous met ce qu'il faut pour avoir les codes, pour avoir la référence. Donc vraiment très très joli film. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film de plus? 1977, En bonne compagnie se déroule en 77, soit 2 ans après la mort de Franco. C'est en 76 et 77 que les Espagnols sortent dans les rues, que les mentalités changent. Tout cela s'est passé très rapidement, on avait l'intuition qu'on devait prendre la liberté. On ne savait pas exactement ce que c'était, mais on savait qu'on devait la saisir. On a alors commencé à prendre la pilule, à casser les frontières de la sexualité et à travailler. J'ai toujours en mémoire un moment unique où tout était possible, explique la réalisatrice. Genèse. Le film est un projet qui vient du compagnon de Silvamunt, Jorge Gil Munaris, un basque. Il a connu des femmes qui, en 77, avec un groupe de féministes, ont été jusqu'à Biarritz pour avorter. Ensemble, ils avaient déjà fait un court-métrage où ces femmes
se rappelaient du danger et de la peur de ce voyage. Silvia Munt et Jorge Gil Munaris ont alors commencé à écrire un film qui raconterait cette histoire. La réalisatrice a aussi puisé dans son histoire personnelle. J'ai voulu construire le récit d'une adolescente coincée dans une époque où tout était exploité. Les libertés syndicales, sociales et sexuelles, j'avais besoin de reconstruire comment était cette époque. C'est mon petit hommage à toutes les femmes de cette génération, pouvoir partager ce qui s'était passé, ce qu'on ne sait pas, les sortir du silence. Les 11 de Bassori. Silvia Munt met en lumière l'action d'un groupe de femmes basé à Bassori, ville proche de Bilbao, qui de 1976 à 1985 aidèrent plus d'1 millier de femmes à avorter en sécurité et dans la dignité. Le scénario sort de l'ombre, une histoire passée inaperçue en dehors du Pays Basque. Le procès contre les 11 de Bassori en 1976. Un an après la mort de Franco, 11 femmes basques de la classe ouvrière furent emprisonnées, accusées de pratiquer des avortements clandestins et jugées au cours d'un procès qui a duré jusqu'en 1982. Leur combat précurseur participa à la dépénalisation de l'avortement, adopté en Espagne le 5 juillet 1985, soit 10 ans après la promulgation de la loi Veil en France. Mais bon, en même temps, tant qu'il y avait Franco au pouvoir, ça, je pense que c'était dur de faire adopter l'avortement en Espagne. Vraiment, très beau film. C'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. Et en plus, là, les trois actrices, la mère, sa fille et l'amie, qu'on voit à l'écran sont magnifiques, sont pétillantes dans le film. La mère qui fait le personnage de la mère a une évolution qui est admirable. Vraiment très très beau film. Et on arrive à l'instant Bollywood avec ce soir 4 films. On lance le petit teaser annoncé tout à l'heure. Voilà, avec un premier film, c'est parti pour l'instant indien, Léo, dont on regarde... Ah bah non, mais on regarde pas la bande-annonce, on l'a vu déjà, non je rigole. Dont on regarde la bande-annonce. Voilà, bon, c'est pas le film le plus Bollywood de la soirée. On a l'action, il nous manque une chose, c'est les danses. C'est l'histoire d'amour. Pardon. C'est l'histoire d'amour quand même, Flûte. Si nous font que de l'action comme ça, brute, c'est dommage, c'est dommage. Allez, on passe au film suivant. Bhagavant Kesari, dont on regarde la bande-annonce. నువ్వేడున్నా గిట్ల దమ్ముతో నిలబడాలి అప్పుడే దునియా నీ బాంచనంటది 3 ఏళ్ల సంధికి ఆర్మీ అప్లికేషన్ తెస్తున్నా ఈ ఏడైనా దీని మీద సంతకం పెట్టి పిచ్చి పాప Army is not an occupation, it is an inspiration. ఇవన్నీ నాతోని కాదు 2 నిమిషాల్లో ఎక్కాల్సిన మెట్లు 5 నిమిషాల్లో ఎక్కినాం మళ్ళా స్టార్ట్ చేయి దండం పెడతా నన్ను ఇడిసేయించా బిడ్డనైతే ఇడిచిపెట్ట కాచి బతిమాలతా బుజ్జగిస్తా అవసరమైతే కాళ్ళు పట్టుకుంటారా బాయ్ బిడ్డని స్ట్రాంగ్ చెయ్యాలి షేర్ లెక్క ఎత్తిన చెయ్యమందో తెలియాలి లేచిన నోరెమందో తెలియాలి మిమ్మల్ని పంపిన కోడికెవడో తెలియాలి The law of nature ఏంటో తెలుసా జోగీజీ సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిటెస్ట్ ఎవడు బలవంతుడో వాడే గెలుస్తాడు నన్ను కొట్టే బలవంతుణ్ణి ఆ భగవంతుడు కూడా తేలేడు దేవుడెవరా దేవుడెవరు బిడ్డ ముందు తండ్రి నిలబడితే ఆడే 100 దేవుళ్ళ లెక్క ఇది నీ అడవి కాదు భగవంత్ నా ప్రపంచం शेर शहराने से शेर ही होता है बिल्ली नहीं बनता रे बुल्ला भाई
తప్పుడు చేయక్ పిల్ల మొగ్గ అడవి బిడ్డ నేలకొండ భగవంత్ కేసరి ఇది మన సౌండ్ ఎట్లుంది శుక్లాజీ అబ్సల్యూట్లీ కేసీపీడి బాబు నీ కంటి సూపుల్లోకి నా ప్రాణం చేరిందే ఏ మాయ చేసావే ఎట్లా పాడినరా బాగా పాడారు సార్ బాగానే పాడారు ఎట్లున్నా పాడతా బ్రో ఐ డోంట్ కేర్ Là non plus, bon, alors, peut-être un peu moins violent, parce que la première bande-annonce laissait présager un film quand même relativement violent. Là, on est un peu moins dans la violence que le premier, mais il nous manque quand même encore les bandes-annonces, c'est un peu dommage. Les danses, c'est un peu dommage. Passons au film suivant, qui est Baga Jatin. Voilà. Qui est tiré d'une histoire vraie. Voilà. Donc là, on n'est plus sur du biopic, donc on n'aura pas forcément les danses non plus. Mais voilà, ils arrivent à faire quelques biopics de temps en temps. Qu'est-ce qu'ils nous disent? One Indian who shock the British Empire. Donc un Indien qui a choqué l'Empire anglais. Witness this epic story of courage and sacrifice this Puja. Donc oui, c'est l'histoire épique et courageuse du sacrifice de Puja. On regarde la bande-annonce. শুধু এইটুকু মনে রেখো, আমাদের কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। স্যার আমি কিচ্ছু জানি না স্যার। Which is your true identity? আমি ভারতীয়, এইটাই আমার পরিচয়। কি নাম তোর? ক্ষুদিরাম বসু। আর একটু এগোলে এখানেই কেটে ফেলে দেবো। ফিরে আমি আসবই, হয় স্বাধীন ভারতের নাগরিক হয়ে, না হয় স্বাধীনতার স্বপ্ন হয়ে। আসবো ফিরে আজ আসি। Effectivement, c'est comme toujours spectaculaire, hein. Ils arrivent à... On peut au moins leur accorder ça. Donc là, on est plus sur l'histoire coloniale et les exactions qu'il y a pu y avoir. Comme dans toute histoire coloniale, il faut qu'il y ait des exactions. Autrement, ce serait pas de la colonisation. Allez, dernier film de cette semaine du 18 octobre. Tiger, Nageswara Rao First Look, dont on regarde la bande-annonce. అది 70వ దశకం. బంగాళాఖాతం తీర ప్రాంతంలోని ఒక చిన్న గ్రామం. ప్రపంచాన్ని భయపెట్టే చీకటి కూడా అక్కడ జనాల్ని చూసి భయపడుతుంది.
దడదడమంటూ వెళ్ళే రైలు ఆ ప్రాంతం పులి మీద రాగానే గజ గజ వణుకుతుంది. ఆ ఊరు మైలురాయి కనపడితే జనం అడుగులు తడబడతాయి. దక్షిణ భారతదేశపు నేల రాజధాని, ద క్రైమ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా, స్టూవర్ట్పురం. ఆ ప్రాంతానికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది, టైగర్ జోన్, ద జోన్ ఆఫ్ టైగర్ నాగేశ్వరరావు. జింకల్ని వేటాడే పులిని చూసుంటావు, పులుల్ని వేటాడే పులిని ఎప్పుడైనా చూసావా? J'arrive même pas à savoir si c'est un film ou si c'est un film enfin de l'animation. On n'a pas une autre bande-annonce là? Est-ce que c'est le bon? Ouais. On en saura peut-être plus avec celui-ci. C'est un film, effectivement. Hop. On se remet au début et on regarde une deuxième bande-annonce pour en savoir un peu plus, parce que là, moi, je reste sur ma fin. Difficile de savoir de quoi ça parle. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, je sais pas si vous avez fait attention au début, c'est marqué based on true rumors, basé sur de vraies rumeurs. Ça m'a fait sourire. Allez, on en saura peut-être un peu plus avec cette deuxième bande-annonce du même film. గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ దేవుడి పాట 25,000 30,000 35,000 50,000. దొంగతనానికి కొన్నిసార్లు ధైర్యం మాత్రమే కాదు, తెలివితేటలు కూడా కావాలి. పోలీసులకి విజ్ఞప్తి, కాకినాడ నుంచి మద్రాసు వెళ్ళు సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ దారిలో దోపిడీకి గురి కాబోతుంది. ఎవడను? కొట్టేసే ముందు వార్నింగ్ ఇవ్వటం నాకు అలవాటు. వాటికుల కింద క్రైమ్ లిటరేచర్ రాస్తాడు ఎవడు? కొలతలు బాగున్నాయి. ఒక జాతి మొత్తం కొలతలే చూస్తారు, కాకపోతే అనుభూతి ఆరాధన అని అర్థం లేని భూతులు మాట్లాడతారు. కట్టబడి కొట్టుకొచ్చిన సొమ్ము నీకెందుకు ఇయ్యాలా? స్టూవర్ట్పురం నాదైనప్పుడు సొమ్ము నీదట్ట అవుతురా. రేపటి నుంచి స్టూవర్ట్పురంలో దేవుడు పాట నాదే. చెప్పాడికే జీతానికి పనిచేసే నా కొడుకులు వీళ్ళ వల్ల కాదు. ఒక్కడున్నాడు చంపడానికి బతుకుతున్నాడు. షూట్ అట్ సైట్ ఆర్డర్స్ రెడీ చేయండి. ఇప్పుడు నువ్వు జైలుకి పోతే జీవితంలో స్టూవర్ట్పురంలో కాలు పెట్టలేదు. ఈ గొప్ప అబ్క్యా స్టూవర్ట్పురం నాగేశ్వరరావు కథ అక్కడే ఆగిపోయింది, కానీ టైగర్ నాగేశ్వరరావు కథ అక్కడే మొదలైంది. 24 మందిని ఎందుకు చంపున్నాడు? నాతో ఎందుకు పందెం కాశాడు? ఎన్కౌంటర్ చేసే ముందు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది. This guy is a serious threat. PM security beef up చేయండి. టైగర్ నాగేశ్వరరావుకి PM పర్సనల్ సెక్యూరిటీకి ఏం సంబంధం? Voilà, on en sait déjà plus. C'est le cartouche indien. On sait tout maintenant. C'est le cartouche indien. Eh bien, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission.
Est-ce qu'il y aurait quelqu'un éventuellement chez qui vous envoyez? Ouais, non, il n'y a personne qui stream là. Donc je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vais mettre l'écran de fin, et puis voilà, n'oubliez pas d'aller au cinéma, d'être curieux, de ne pas voir que les films dont on entend parler dans les grands médias. Essayez d'aller voir aussi d'autres films, et en particulier cette semaine, si vous arrivez à l'avoir près de chez vous, En bonne compagnie est vraiment un très très joli film. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée, et à bientôt. Au revoir.